Ah oui, je sais, hein, je sais. À moi aussi, hein, ça me fait bizarre de tourner une vidéo le vendredi, sachant qu'il y en a quand même eu deux cette semaine. Hein. Ah, que voulez-vous, hein, vos commentaires sous cette future vidéo me manquent déjà, vos likes sous cette future vidéo me manquent déjà. Ah non, 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 je force pas. Oui, bon, ça va, le MotoGP me manque, merde, vous aussi, j'imagine. Bonjour à tous et à toutes, c'est Kenpi, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette deuxième vidéo de cette semaine où on va parler encore une fois des circuits. Troisième départ pour nous, direction le circuit des Amériques ou le circuit de Kota ou le circuit d'Austin ou comme vous voulez, bref. Le circuit des Amériques Kota-Austin. Basé à proximité de la ville d'Austin au Texas, le circuit a été conçu par Tavo Elmond, un promoteur américain mais aussi un ancien pilote de course. Et il n'était pas tout seul pour faire ça, puisqu'il était accompagné de Kevin Schwantz, le champion du monde des Grands Prix 1993. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, apparemment Schwantz aurait dessiné le tracé du circuit sur une serviette de table. Bon, ok. Puis bon, ces gars-là, c'est des Américains, ils voient tout en grand, hein, et même en très grand, j'ai envie de dire. Et pour ça, ils vont demander de l'aide à un architecte allemand qu'on connaît bien, Hermann Tilke. Oh, dis donc, Kenpi, c'est pas l'architecte qui a bossé sur le circuit de Thaïlande, là? Effectivement, Jean-Bernard, tu suis, c'est bien lui, effectivement. On n'a pas fini d'entendre son nom à lui, hein, mais genre vraiment pas. Bon, comme je l'ai dit, on le sait très bien, avec les Américains, c'est toujours plus grand, et il le montre parfaitement avec ce circuit. Oui, parce que ce circuit, il fait, accrochez-vous bien, 5513 mètres de long, hein, 5 km 5 de long, ce qui en fait un circuit immense, avec 20 virages, 11 à gauche et 9 à droite, et il fait aussi 15 mètres de large, hein. Le seul circuit qui est plus large que ça au calendrier, c'est le circuit de Sepang avec ses 16 mètres. Oui, puis comme si ça ne suffisait pas, il a aussi la ligne droite la plus longue du calendrier avec 1200 mètres, tout pile, 1 km de ligne droite, même pas la ligne droite des stands, hein, pour vous dire à quel point c'est un mastodonte. Mais vous croyez que ça s'arrête là? Pas du tout. Hormis le fait que ce soit l'un des rares circuits anti-horaires, c'est-à-dire que le premier virage se fait à gauche comme le circuit de Valence et d'Aragon, il fait aussi 3,6 km². Hein, oui, alors là vous visualisez peut-être pas, mais par exemple la principauté de Monaco ne fait que 2 km². Le tracé, le complexe du circuit est plus grand que la principauté de Monaco et peut accueillir 120 000 spectateurs. Ça va, là je pense que vous commencez à visualiser la bête. Hein. Ah, parce que vous en voulez encore? Bon, allez, ok, une petite anecdote juste pour vous montrer à quel point c'est un géant. Entre le point le plus bas du circuit et le point le plus haut, il y a 41 mètres. Voilà, hein, et puis le fait que la ligne droite soit là et que le premier virage soit là-bas, hein, ce qui représente juste une montée de 11%, fait de ce circuit en fait des montagnes russes. Voilà, c'est juste des montagnes russes. Quand vous avez la vue de la ligne de départ avec le premier virage, c'est un mur en fait qui se tient devant vous. Je pense que vous le voyez dans les photos qui s'affichent là, c'est hallucinant. La construction du circuit débute en 2010 pour se terminer en juin 2012 et l'événement inaugural de cette piste, ce sera la course de Formule 1 en novembre 2012. Mais quelques péripéties ont fait que le Grand Prix n'a failli jamais voir le jour. Hein. Bon, une histoire d'américain et de pognon, la classique. En novembre 2011, le patron de la F1 Bernie Ecclestone, si ça se prononce bien comme ça, a eu ce qu'il a appelé un doute mineur sur l'avenir de ce Grand Prix suite à un désaccord avec la société de gestion. Et ces problèmes ont été confirmés un peu plus tard lorsque la construction du circuit fut interrompue suite à un problème entre le propriétaire, le promoteur et la Formula One Management. Et pour couronner le tout, la situation s'est aggravée lorsque l'État du Texas a annoncé qu'il ne verserait pas la somme des 25 millions de dollars d'aide qui était prévue s'il n'y avait pas la première course qui était déjà faite. Là, ça commence à puer. Là, ça commence à vraiment puer. Sauf que Bernie, lui, bon, bah c'est le propriétaire de la F1, il est riche, il a du pouvoir, qu'est-ce qu'il se dit? Bah démerdez-vous en fait, hein, vous avez signé un contrat, si vous n'êtes pas foutu de trouver un accord entre vous tous, juste j'annule le Grand Prix en fait, il n'y a pas de Grand Prix en 2012. Et quelques semaines plus tard, notre cher Bernie reçoit un petit chèque, non pas de l'État du Texas, mais de Red McCombs, un milliardaire texan et aussi, du coup, investisseur principal de ce circuit. Du coup, ils arrivent tous les deux à trouver un accord pour mettre ce Grand Prix au calendrier de la F1. Mais ce n'est pas tout, puisque Kevin Schwantz, celui qui avait dessiné le circuit, lui, voulait aussi accueillir la MotoGP sur ce circuit en 2013. Et d'ailleurs, il devait être promoteur de ce Grand Prix grâce à sa société Freeport Texas. Sauf qu'avec les désaccords entre les promoteurs et les investisseurs, bah il y a un gars qui arrive, Steve Sexton, qui lui est aussi blindé de thunes et qui trouve un accord avec la Dorna pour mettre en fait le Grand Prix de MotoGP au calendrier, ignorant au passage l'accord qui avait été conclu entre Schwantz et la Dorna. Ah non mais je vous le dis, c'est un feuilleton. Bon en gros le circuit ils l'ont plus ou moins mis à l'envers à Schwantz, ça vous l'avez compris. La Dorna aurait ensuite affirmé que même s'il existait un contrat entre la Dorna et Schwantz pour faire cette course, en fait ce contrat il aurait été résilié en juillet 2012 car la Dorna pensait que Schwantz n'avait pas eu les droits nécessaires pour exploiter une course MotoGP sur ce circuit. Bon en gros Schwantz il accuse Sexton et le circuit des Amériques de l'avoir miné, hein, histoire de vraiment bloquer les contrats entre Schwantz et la Dorna et même forçant le premier contrat à prendre fin. Ce qui d'ailleurs leur permettait au passage d'établir un contrat encore plus favorable entre eux et la Dorna. Un accord à l'amiable fut finalement
finalement trouvé entre Schwantz et la Dorna et depuis 2014, Kevin Schwantz est un peu l'ambassadeur du circuit de Kota. Ah non mais je vous le dis, c'est les feux de l'amour, c'est Dallas, c'est ce que vous voulez, c'est un feuilleton. Hein. Bon, un mauvais feuilleton, mais c'est un feuilleton. Bon, après tous ces problèmes, on a enfin nos courses et voyons justement ce qui s'est passé depuis 2013 sur ce circuit des Amériques. Bon, déjà en 2013, en MotoGP, on arrive avec du très lourd. Marc Marquez, qui vient de passer dans cette catégorie MotoGP, s'offre déjà un podium lors du Grand Prix de Losail, la course précédente, et là il vient tout simplement s'imposer dès la deuxième course MotoGP sur ce circuit de Kota, alors que c'est la première année du circuit. Mais il n'y a pas fait que gagner, il y aura aussi fait la pole et il devient au passage le plus jeune poleman de l'histoire, battant le record précédent détenu par Freddy Spencer. Toujours en 2013, mais cette fois-ci en Moto3, c'est un certain Alex Rins qui vient s'offrir sa première victoire en Moto3 devant un autre pilote qu'on connaît bien, Maverick Viñales. Le tout s'est joué dans le dernier tour et Viñales finira deuxième à 2 dixièmes. Hein. Ça s'est joué vraiment à rien. Maintenant direction 2015 et retour en MotoGP avec une anecdote que j'adore. Vraiment l'un des moments les plus fous que j'ai pu voir dans ma vie en MotoGP. Bon, Marc Marquez, il a fait la pole et la victoire en 2013-2014 et il se dit pour 2015, il va refaire la même. Sauf qu'à 3 minutes de la fin de séance, c'est Dovizioso qui est à la tête des qualifications et la moto de Marquez tombe en panne dans la ligne droite. À 3 minutes de la fin de séance. Marquez, qu'est-ce qu'il fait? Éclair de génie, il pose sa moto contre le muret des stands, il grimpe par-dessus et il tape son meilleur run pour aller chercher sa deuxième moto, ressortir d'un tour lancé et faire un tour ultime de qualification absolument à la limite partout et il vient rafler la pole à Dovizioso. C'est un extraterrestre. Et toujours en 2015, mais cette fois-ci en Moto3, c'est le tout premier podium en Moto3 mondial de notre Français Fabio Quartararo. Il vient terminer deuxième derrière Danny Kent et d'ailleurs à ce moment-là, il y avait aussi Alexis Masvou qui lui malheureusement chutera dans le dernier virage alors qu'il était en lutte pour ce podium avec Fabio Quartararo. En 2018 et en MotoGP, Marquez vient signer sa 6e pole d'affilée en fait sur le circuit des Amériques. Bon, la classique. Sauf qu'en fait, il a finalement pas vraiment la pole puisqu'il prendra 3 places de pénalité sur cette grille de départ. Ce qui s'est passé, c'est que Marquez avait fini son tour, mais il est resté très lent sur la trajectoire. Sauf que derrière lui, il y avait un Viñales qui était dans un tour rapide qui arrivait et qui s'est fait gêner par l'Espagnol. Et suite à ça, vu que Viñales allait percuter Marquez, il relève sa moto, son tour du coup est complètement foutu et il manque pas d'exprimer sa colère auprès de Marquez. Et là s'ensuit 2 heures de discussion avec les commissaires de course pour savoir quoi faire. Est-ce qu'on met une pénalité ou est-ce qu'on n'en met pas? Bon, finalement, on en met une, 3 places de pénalité. Bon bah pour Marquez ça c'est rien puisqu'il gagnera l'édition. Direction la dernière anecdote en 2019 en MotoGP et qui gagne cette édition 2019? Eh ben non, pas Marc Marquez, en fait c'est Alex Rins. En fait Marc Marquez, il nous fait une classique. Il part en tête, il roule, il est en tête, voilà, il colle 2-3 secondes à tout le monde. Sauf qu'arrivé au 8e tour, Marc Marquez, il tombe, il commet l'erreur et il tombe. Et là, pas de chance pour lui puisqu'il ne peut pas repartir. C'est-à-dire que sa série de victoires, elle est terminée. À ce moment-là, qui est en tête du Grand Prix? Du coup, Valentino Rossi. Sauf qu'à 4 tours de la fin, malheureusement, Rossi se fera avoir par Alex Rins qui gagnera cette édition. D'ailleurs, première victoire d'Alex Rins en MotoGP. S'ensuit de Rossi 2e et un Jack Miller 3e. Et au passage, nouvelle victoire de Suzuki depuis Silverstone 2016 avec Maverick Viñales qui s'imposait. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Oui, le circuit de Kota a une histoire un peu particulière. Oui, c'est tout le temps Marquez qui gagne, sauf en 2019. On verra bien en 2020 comment ça va se passer. On compte sur Alex Rins ou Quartararo ou même Dovizioso pour mettre son nez là-dedans. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la commenter, la partager. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve aussi en live le soir sur Twitch pour jouer à MotoGP et on se retrouve mardi pour une nouvelle vidéo. Restez chez vous et V à tous.